Cheikh Boakari, c'était un chef, un guide, une personne très éclairée. Un chef en ce qu'il savait décider. En même temps, il savait amener son équipe à participer à la décision. Alors, quand vous étiez en train de travailler, il écoute, il écoute, il écoute. Ça peut durer des séances et des séances. Et puis un jour, il décide que il faut qu'on arrête, il faut qu'on prenne une décision. Et ce jour, quand il arrive, il pose les questions qui vous amènent à arriver à la conclusion. Et tout le monde a l'impression d'avoir participé à la décision que lui-même, en fait, avait déjà pensée en arrivant. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. La dernière chose, c'était à propos de notre télévision, où nous étions en train de chercher une solution stratégique. Et il avait été absent à quelques réunions. Et puis, il est arrivé un jour. Il estimait qu'il fallait qu'on décide. Et puis, ensemble, on a discuté. Et il a posé des questions tellement pertinentes que on s'est dit, mais en fait, oui, on va arrêter aujourd'hui, la récréation est terminée. Et puis, on a arrêté une stratégie. Et en même temps, il écoutait. Et moi, en tant que juriste auprès de lui, il m'accordait des responsabilités sans, j'allais dire, sans inquiétude, sans doute. Je suis restée dans une petite angoisse à propos d'une affaire où il y avait une difficulté majeure au sein d'une communauté, une mosquée. Et j'avais donné un avis aux imams, aux uns et aux autres qui m'avaient interrogé. Donc cet avis lui avait été rapporté. Et puis un jour, l'un de ses collaborateurs m'appelle, ah, le cheikh veut te voir lui-même. Et j'arrive, c'était en 2019, donc pas longtemps avant qu'il nous quitte. Il dit, Adia, salam alaikum, notre problème là, que toi tu dis quoi? J'ai dit, cheikh, voilà ce que j'en pense. Ah, c'est ce que tu dis? Oui, donc on fera comme ça. Et puis on a tranché. Parce qu'il savait que de toutes les façons, il s'agissait de questions juridiques et qu'il avait créé une équipe multidimensionnelle avec différentes professions, qui étaient capables de performances croisées. Donc, il faisait confiance aux uns aux autres. Et quand vous induisez une position comme ça, après vous avez peur. Vous dites, ah, j'espère que c'est vraiment la bonne décision, mais vous savez aussi que de toute façon, il ne vous abandonnera pas. Donc, heureusement, nous avons appliqué cette décision et le Seigneur nous a aidés parce que ça a été l'une des grandes décisions qu'il a prises également, peu avant que le Seigneur le rappelle auprès de lui. Et comment moi j'ai rencontré le chef Boakari Fofana? C'était à l'occasion de son retour d'exil en 2006. Un mercredi soir, l'imam Sekousila, notre cher empereur, Adia, tu viens à Maghrib ce soir? J'ai dit oui, Inch'Allah. Bon, après la prière, tu me vois. Bon, Adia, les imams ont décidé que pour l'accueil du cheikh samedi, tu vas faire le message des cadres. J'ai dit, imam, nous sommes mercredi soir. Ah, bon, tu vas faire. Ok, j'ai compris. Donc, nous avons fait ce message. C'était ma première rencontre véritable avec le cheikh Boakari Fofana. Alors, me voilà en train de m'adresser à une personnalité que je n'avais vue que de loin, dont j'avais des échos selon lesquels c'était une personnalité austère, qui était très ferme sur ses positions. Et donc, moi, la petite dame, dans cette mosquée de la Riviera Golfe pleine de monde, je lui parle, évidemment, je n'ose pas le regarder en face. Donc, je ne peux pas dire quelle émotion il a pu transmettre ce jour-là, il a pu faire paraître
Peut-être que les films l'ont enregistré, mais moi, je n'ai pas osé le regarder. Et puis, j'ai fait ce message que je vais vous remettre parce que c'est quand même le témoignage de ce que les cadres étaient reconnaissants à ce que ce que Cheikh Boukary Fofana avait fait pour nous. Parce que je l'ai dit dans le message, grâce à lui et le Moufti Tidiane Ba, paix à son âme, et également Bakary, nous les cadres, nous avons été mis à l'aise pour pratiquer notre religion. Il nous a décomplexés. Et parce qu'on nous a mis sur le chemin de la compréhension de la religion. Traditionnellement, on nous dit apprends quelques sourates et puis va faire ta prière. Moi, j'ai grandi dans ça. Tu vas à l'école, pendant les vacances, tu vas à l'école coranique parce qu'il faut que tu apprennes à faire tes prières. Et puis voilà, nous sommes en train de nous mettre sur le chemin d'un islam éclairé. Et vous êtes tous d'accord avec nous que par ce travail, la Côte d'Ivoire a été une précurseur en Afrique francophone. Et que plusieurs États voisins nous ont enviés et ont essayé d'aller dans le même chemin. Et nous lui avons dit cela. Et on se reconnaissait en lui parce qu'il faisait preuve d'engagement. J'allais même dire de témérité. Mais en même temps, on savait que c'était un homme de conviction et que on pouvait le convaincre, mais il ne faisait que ce qui emportait sa conviction. Et j'ai eu plaisir à travailler avec lui comme ça pendant 14 années. Et ce que j'ai remarqué, c'était sa volonté inébranlable de construire la communauté musulmane à travers des institutions fortes, à travers même un travail psychologique disant que le musulman est de plein pied dans sa communauté. Le musulman, c'est quelqu'un qui doit bien pratiquer sa religion et en même temps se mettre au service de son pays, parce qu'il a la même capacité et il a même le devoir de s'intéresser aux affaires de sa communauté et de son pays. Et c'est ce souvenir de personnes engagées à faire en sorte que l'islam ne soit plus un tabou, quelque chose qu'on cache. Les musulmans avaient peur même de se mettre en boubou et nous avons été décomplexés. Et plusieurs associations se sont créées. Et surtout, toutes les institutions qui ont été mises en place. D'ailleurs, la première chose que nous avons travaillé, c'était sur la réforme du Hajj, sur laquelle nous avons travaillé, c'est la réforme du Hajj. Parce que le Cheikh Boukary, arrivé en 2006, avait été confronté à l'échec du Hajj 2006 bis. Et il fallait donc réfléchir à comment sortir de ces difficultés-là. Les Ivoiriens étaient restés à Abidjan. Nous, à l'UQAMSI, j'étais première vice-présidente de l'Union des cadres musulmans de Côte d'Ivoire. Nous avions organisé un Hajj que nous avions appelé Hajj de luxe, Hajj pour les cadres. Et nous avons vu la désolation qu'il y avait sur le site réservé aux musulmans à la Mecque. Et quand je suis revenue, donc, j'ai été cooptée pour travailler avec le Cheikh Boukary. Et en fait, après le discours d'accueil à la mosquée, le cheikh a constitué son équipe. Et il s'est adressé à Maître Konaté Faki, en recherche d'un juriste. Et Konaté lui a dit, mais la dame qui a fait ton discours d'accueil, il faut la prendre. Elle peut te rendre service. C'est comme ça que je suis entrée dans l'équipe de Cheikh Boukary. Il faut que je puisse le notifier. Donc, nous avons travaillé sur la réforme du Hajj. Des réunions très longues, très riches. Il fallait trouver une solution de pérennisation du Hajj, que ce qui était arrivé en 2006 bis ne se reproduise pas. Et il y avait des personnes très engagées dans l'équipe. Et au bout de nos réflexions, on a mis en place un comité de pilotage. Et le cheikh, au moment de trouver les représentants de la communauté musulmane,
pour le comité de pilotage. Je me dis: «Aïe, toi, tu penses à qui?» Ah, moi, j'étais toute novice dans cette affaire. J'avais bien travaillé sur les textes, mais je ne connaissais pas du tout les rouages du Hajj. Je ne sais pas qui. Bon, je me suis. Je dis, bon, mais les personnes avec qui on a travaillé ici, à telle et telle personne, sont très compétentes. Je l'ai fait sans aucune inquiétude, parce que j'étais rassurée par la façon dont nous travaillions. Parce que le chèque, je n'étais pas là comme une personne qui entraînait la coloration féminine, mais il me laissait parler, il s'adressait à moi. Et je me rappelle que lorsque il m'appelait chez lui pour me notifier que j'étais comme membre du conseil d'administration de la fondation Al-Bayan, la fondation Al-Bayan. La fondation avait été créée depuis 1 an déjà, je peux vous le dire. J'ai dit, mais attends, pourquoi je suis la seule femme? Pourquoi il n'y a pas d'autres femmes? Il m'a regardé. Et puis c'est un de ses voisins, un imam à côté qui a dit, mais Adja, tu vas faire venir d'autres femmes. Donc on a laissé ça là. Mais pour dire que, en fait, je ne me sentais pas comprimée dans ma relation avec lui. Je m'arrivais de lui faire des blagues. Des blagues. Une fois, il est rentré de mission au Maroc. Je crois on était en réunion. À l'époque, on faisait les réunions à son cabinet à Aguier. Et puis, quand il est installé, on était toutes là, ça faisait quelques réunions auxquelles il n'assistait pas. Et puis, on a fait la croix bas. Et puis, j'ai dit, Cheikh, bonne arrivée. Mais je sais que maintenant, tous les grands hommes vont voir leur dentiste au Maroc. Il me regardait. Et puis les autres ont éclaté de rire parce qu'en fait, on avait des réunions très détendues également. Et puis il me dit, mais Adia, comment tu sais? Oui, c'est toujours qu'en fait, vraiment, il était allé voir son dentiste au Maroc. Moi, j'étais en train de bluffer. Une autre fois, on avait une réunion chez lui, parce que les réunions étaient désormais à son domicile. Hein. Et puis, c'était un jour de jeûne surrogatoire. Et puis, j'avais trouvé des dates fraîches que moi, j'aime beaucoup. Au moment de la rupture, quand j'ai vu les dates, il m'a dit, mais où tu trouves ces dates-là? Depuis ce jour, j'ai compris qu'il fallait que je lui apporte des dates fraîches qu'il aimait beaucoup. Donc, il faisait attention quand même à cause des régimes, mais j'avais découvert qu'il aimait beaucoup. Et les réunions étaient donc très détendues. Nous avons fait la réforme du Hajj, la commission de pilotage, j'y étais, mais j'ai démissionné rapidement parce que c'était des réunions très longues et très difficiles avec l'administration. Et on a proposé il voulait une réforme du Hajj. Nous avons fait une convention cadre sur laquelle on devait s'entendre avec le ministère de l'Intérieur. Et l'objectif était que la communauté musulmane ait la maîtrise du Hajj dans un cadre réglementé. Donc, ce texte existe toujours, on a essayé, mais bon, on n'a pas tellement avancé, mais il se trouve que comme le cheikh avait encouragé la création du bureau ivoirien du Hajj de la Oumra, qu'il avait parrainé, donc les membres influents du bio sont allés siéger au comité de pilotage et certains ils sont toujours au sein du conseil de surveillance. Et je vous ai dit tantôt que nous avons organisé, l'ICAMSI avait organisé un Hajj et notre commissaire, c'était commissaire Cissé, docteur Cissé. Donc nous faisons notre Hajj en 2006 bis. En 2007, le chef Boukari prend notre commissaire pour en faire le commissaire national. C'était très bien. De toute façon, c'était pour ouvrir une route. Nous l'avons ouverte et nous avons été satisfaits. Et il a été pendant plusieurs saisons commissaire du Hajj. Au-delà du Hajj, nous avons travaillé sur la fondation Zakat. Alors là, l'idée a été émise. Et puis, comme j'avais déjà travaillé sur le bio, que j'avais pris un peu de recul, un soir, le chef m'appelle. Adja, tu es dans une de mes fondations Zakat Koninate. Donc, j'ai repris, j'ai fait les statuts. On a fait la réunion à la Grande Mosquée du Golfe un jour très tard. Et quand on s'est mis d'accord sur les textes, moi, je suis rentrée. En fait, quand le cheikh m'appelait, c'était parce qu'il avait fixé la date de constitution de sa fondation Zakat. Et parce que lorsque nous avons arrêté les textes le samedi soir,
Moi, je suis rentrée assez tard. Ils sont restés pour constituer les organes, pareil, jusqu'à 2 heures du matin. Ben, moi, je suis partie vers minuit. Le lendemain, c'était l'assemblée générale constitutive à la grande mosquée de Williamsville. C'est là-bas qu'on m'annonce que je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Zakat. Ça, je dis ça pourquoi? Parce que le chef, il te cooptait sans te demander ton avis. Et c'est comme ça, Al-Bayan, c'était... Mais on a plaisir à travailler avec lui et puis on travaille pour la communauté. La Fondation Zakat lui tenait beaucoup à cœur. Heureusement, bon, j'en ai été directrice exécutive pendant quelques années. Après, le directeur fondateur Koné, paix à son âme. Et maintenant, la chose est en train de reprendre. Et ce sont les marques du Cheikh Boukari. Ce sont des choses que nous devons fructifier. Que ce soit l'organisation du Hajj, que ce soit surtout la Fondation Zakat Waqf, des œuvres de bienfaisance. Pour lui, c'était un outil précieux de lutte contre la pauvreté. Donc, actuellement, les choses montent un peu, c'est une très bonne. Qu'est-ce que nous avons fait encore? La Fondation INE, parce que le Cheikh, il était très soucieux de l'éducation des enfants et de la jeunesse. Donc, la Fondation INE, c'était les écoles. Je crois qu'il y a une école qui s'appelle INE, donc j'ai pu regarder ces textes-là aussi. En fait, il avait entièrement confiance, si bien que quand il avait un travail où il y avait une dimension juridique, il n'hésitait pas à m'appeler et même, comme vous voyez, sans même me demander mon avis, me mettre à des postes qui m'honorent énormément. C'est quelqu'un de rigoureux et quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et surtout qui était soucieux de, j'allais dire même, l'émancipation de la communauté musulmane. Et cette émancipation, elle est forcément utile pour toute la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes une population riche, une communauté riche, une communauté compétente, et il n'est pas question que nous soyons à marge des affaires de l'État. Et donc, il était considéré comme quelqu'un qui dit vrai. Il dit ce qu'il pense. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il dit ce qu'il pense. Et s'il sait, surtout, il sait ce qu'il veut. Et il avait une obsession, c'était l'unité de la communauté musulmane. L'unité de la communauté musulmane. Tout le temps, il revenait là-dessus. Et je ne connais pas bien sa situation, la situation en question, mais il disait cramponnez-vous à la volonté d'Allah, mais surtout, il finissait par et ne soyez point divisés. À chaque fois, il le répétait. Et c'était une grande obsession. Et toutes les institutions sur lesquelles nous avons pu travailler avec lui, c'était dans l'optique de regrouper toute la communauté musulmane dans ces organes. Certains, ça marchait, donc c'est un peu plus lent, mais je pense que l'objectif doit être poursuivi. Il m'a renforcé dans ma conviction d'être une femme musulmane émancipée. Une femme musulmane qui sait qu'elle doit connaître sa religion, elle doit pratiquer sa religion et vivre dans sa communauté sans complexe. Et puis, renforcer, je ne sais même pas, je pense même que parce que quand j'étais étudiante, j'ai fait un peu l'AMC, mais c'est lorsque, bon, après quand même, j'ai eu une préoccupation personnelle qui a été que les juristes de Côte d'Ivoire, musulmans, devaient se regrouper en une entité. Parce que j'ai vécu l'épisode des journalistes de Plume Libre et cela m'avait marqué, alors que je n'étais pas une grande militante. Et puis, c'est dans ce contexte que nous avons créé l'Union des cadres musulmans de Côte d'Ivoire. Et il nous a bien soutenus. Donc, ce qui m'a apporté, c'est de me renforcer dans la lutte pour le positionnement de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'accueil, la chance que j'ai eue de lui faire la Kwaba. Mais ensuite, sa détermination à faire en sorte que la communauté musulmane soit unie. C'était son combat. Il a posé tous ses actes pour ça. Et j'ai trouvé en lui une personne constante. Constante. Et je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à ça,
je reste engagée à travailler pour la communauté musulmane. Avant lui, je n'ai pas eu d'engagement ferme. C'est vrai, j'étais première vice-présidente de l'ICAMSI, nous avons fait des belles actions, mais c'était dans ce cadre restreint entre nous pour faire des belles actions. Et je suis très fière de ce que nous avons pu construire les latrines de la mosquée de la Maka. C'était notre acte de sortie. Et il nous a soutenus parce que nous avons créé cette UCAMSI dans une période très difficile. Très, très, très difficile. Donc, pour dire ce qui me marque, c'est que c'est sa force de caractère. Il ne recule pas. Il sait que nous devons y aller et nous y allons ensemble. Les difficultés qu'il a eues, pour moi, écoutez, la politique, les situations politiques. Vous savez, quand vous êtes guide religieux, chef, personne qu'on regarde, dans un monde où la politique interfère partout et où il y a des injustices criardes, il est difficile de ne pas prendre parti. Mais le cheikh a su, dans les périodes les plus difficiles, nous calmer. À ce moment-là, nous avons fait des réunions très restreintes. Mais il a su trouver les mots pour calmer la communauté. Surtout la direction, la bonne direction. Parce qu'on aurait pu déraper gravement. Et nous, plus jeunes, on n'était pas toujours prêts à dire oui, cheikh, c'est bon, c'est comme ça. Donc, il fallait qu'il nous impose son point de vue. Et puis également que politiquement, il sache se tenir pour que ce qu'il dit reste valable. Ce qu'il dit, ça n'a pas toujours été facile. Ça, je ne donnerai pas de détails, mais ça n'a pas toujours été facile. Ça, c'est clair. Parce que quelquefois, il y a eu des écœurements. Et comme nous étions un groupe restreint, d'ailleurs, donc c'est resté entre nous. Mais il a été très fort, très très fort. C'est un grand succès. La preuve, cette fondation qui va être mise en place, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce qu'il a fait ne se perde pas? Et ce petit message que j'ai prononcé pour son accueil, je me disais, il faut qu'on sache que les cadres l'ont accueilli, que les cadres l'ont soutenu. Et donc, il faut pérenniser absolument son œuvre. Et je crois que ses successeurs, je le sais, sont sur la voie. Il a tressé des sillons tellement beaux et profonds que les autres poursuivent normalement. Et en plus, la chance, c'est qu'ils ont travaillé ensemble. Donc, ils ont les mêmes visions. Et nous, je ne suis plus très jeune, mais vous les jeunes et toute la communauté, nous devons faire en sorte que ces choses qu'il a tracées soient bonifiées. L'organisation du Hajj, ce que nous avons essayé de faire en sorte que la communauté musulmane soit maître de l'organisation du Hajj. On est à mi-chemin actuellement. Parce que nous, on avait essayé de faire en sorte que nous ayons un système de financement du Hajj par la communauté. Et il était en phase avec nous. Ce sont des choses qui vont arriver forcément. Donc, je pense que c'est l'un des sillons qu'il a tracé, dans lequel il faut s'engouffrer et puis essayer de faire en sorte que cela devienne réalité. Vous, les jeunes, continuez. Il faut continuer, il faut faire en sorte. Et c'est une chance énorme que nous avons eue. Avec les prédécesseurs aussi, tous ceux qui l'ont précédé, notamment le Cheikh Ousmane Konaté, et puis le Moufti Tidiane Ba. On a prié sous les préaux avec le Moufti Tidiane Ba qui nous a encouragés. Et donc, tout ce beau travail qui a été fait, c'est une chance énorme pour la Côte d'Ivoire. Si on regarde chez les voisins, c'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. C'est vrai qu'on peut bien pratiquer et regarder quand même le niveau auquel nous sommes pour organiser notre Hajj. C'est parce que les prédécesseurs ont travaillé et que lui a travaillé et que nous devons continuer de travailler. Donc, si je veux te donner un conseil, c'est que nous devons comprendre qu'il a bien travaillé et que son travail doit être bonifié.